Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, bonjour Rust. Salut Guillaume, Et salut ben, tout le monde. et oui, salut tout le monde, on est en direct sur Twitch, vous le savez. Et oui, on a déjà des commentaires, La Sueur, ça taffe même le dimanche. Et oui, messieurs, Bien sûr. toujours, tous les jours sur le rinté. Donc si vous, si vous nous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. On est aussi sur tout. Et ça nous aide beaucoup Oui, surtout. c'est vrai, oui, c'est vrai. On ne le dira jamais assez, mais ça nous aide vraiment énormément. On est aussi sur toutes les plateformes de podcast, donc peu importe où vous écoutez votre podcast, on y est. On va lancer le générique, et puis ouais, ça va être un récap de tous les événements, si vous voulez, du week-end. Puis tout le monde nous dit bonjour, bah voilà, bonjour à tous. C'est parti pour le générique. Here we go. Donc là, on va s'intéresser à l'UFC. On va parler aussi boxe avec Manny Pacquiao qui faisait son retour. Malheureusement, retour qui a été un petit peu compliqué. Qu'importe. UFC, mon cher Russ, parce qu'il y a eu un chaos particulièrement violent lors des préliminaires. Russ va vous en parler. Ça se passait en lightweight. Ignacio Bermudez contre Roosevelt Roberts. Voilà. Chaos. Fin du combat qu'il dominait déjà, donc il cruisait vers une victoire par décision. Et un coup de pied retourné, magistral, c'est toujours assez compliqué ça, parce qu'il y a forcément la culture de l'instant, mais je pense qu'il est dans les top 3 des KO de l'année pour l'instant. Ouais, parce que c'est vrai que c'est à 5 secondes du buzzer. C'est tellement la gestuelle est tellement décontractée qu'en fait moi c'est ce qui m'a le plus impressionné. C'est vraiment, tu vois, c'est le même geste que par exemple le KO, le fameux de Edson Barbosa contre Terry Etim. Et pourtant, là, je trouve qu'il y a un flow et une décontraction dans le mouvement qui est juste impressionnante. Et en fait, c'est vrai qu'au-delà de ça, pour présenter un peu qui est Ignacio Bahamondes, en gros, c'est un gars qui, il est venu du Chili quand il était, quand il avait un peu moins de la vingtaine, pour s'entraîner aux États-Unis. Il est descendant d'une lignée de boxeurs et de kickboxeurs. Il a 23 ans. Et en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment prometteur. Il est arrivé, alors son premier combat à l'UFC, parce qu'il a gagné au Contender Series, il l'a perdu contre John McDessie, mais qui est un vétéran. Et enfin, quand t'as genre 21, 22, 23 ans, c'est pas forcément très grave, en fait, de perdre et d'avoir des expériences comme ça qui te donnent un petit peu qui te donnent justement de l'expérience pour le futur, en fait. Et surtout, ce qui m'impressionne, c'est que c'est ce que disaient les deux commentateurs, Paul Felder et Belal Mohamed, qui s'entraînent avec lui. Il disait, mais putain, ce gars-là, il est venu en fait au gym et il s'entraîne avec nous. Et ça fait partie de ces mecs qui ont, du coup, ils ont 23 piges. Et en fait, Paul Felder disait, putain, je m'entraînais avec lui pour mon combat contre Rafael dos Anjos. Et à l'époque, il n'était pas à l'UFC, apparemment Bahamondes. Et en gros, Paul Felder disait, mais putain, je suis en train de me faire démonter par ce petit jeune qui est même pas à l'UFC et que personne connaît. Si je me fais démonter par lui, Rafael dos Anjos, ça va être un bain de sang, quoi. Et en fait, du coup, il disait ça en blaguant parce que du coup, il se rend seulement compte que, non, il avait le niveau UFC et deux, c'est un vrai énorme prospect, en fait, Bahamondes. Révélé par le Contender Series, tout comme son adversaire. Ça, c'est important parce que mine de rien, le Contender Series devient une véritable pépite à talent pour l'UFC, en tout cas réservoir. Ah ouais, non, complètement. Honnêtement, le Contender Series, là, enfin, évidemment, la vitrine, c'est Sean O'Malley parce que c'est le plus connu et le plus médiatique. Mais il y a effectivement, enfin, c'est pas juste une vitrine pour qu'il y ait le nom de Dana White et que ce soit un truc un peu marrant. Non, les scouts et les recruteurs et ceux qui vont chercher les talents pour faire des match-ups, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de prospects et de potentiel très, très, très grosse pointure à l'UFC. Hein. Donc, non, c'est du lourd. Quand ça vient du Contender Series et que ça fait la passerelle vers l'UFC, c'est vraiment généralement très intéressant comme profil. Et Mendes, il fait pas exception en fait. À 23 ans, moi, il m'impressionne parce que je sais pas s'il ira loin parce que
J'attends de voir en fait sur des futurs combats, mais il a un style qui est déjà tellement, enfin, ça pue l'expérience alors qu'il a que 23 ans. Il choisit parfaitement ses coups, il a une très belle variété, une belle profondeur technique. Il est complet, vraiment ultra complet. Et c'est vrai qu'il a une patience, un coup d'œil. Il n'est pas encore très précis, je trouve, mais avoir un panel et un arsenal aussi complet et varié à cet âge-là et savoir l'utiliser aussi bien, honnêtement, j'étais assez impressionné. Donc, il prend beaucoup de coups. Je sais pas ce que ça donnera dans le futur, mais en tout cas, à 23 piges, c'est vraiment quelqu'un à surveiller. Surtout quand on voit qu'il est capable de lâcher des scuds pareil, quoi. Enfin, une espèce de coup de pierre tourné comme ça, à la one again à la fin, mais vraiment en mode je lance, m'as-tu vu, tu vois. Enfin, c'était tranquille, quoi. Je le lance, on voit, ça passe pas. Et ça fait le KO pour l'instant des KO de l'année, quoi. Vraiment impressionnant. KO qui fait l'unanimité sur Twitch. Hein. Ce KO de fou furieux, KO à la Bruce Lee, incroyable. On a même, j'ai crié chez moi. Ouf. Mais non, mais c'est en vrai, je l'ai pas vu en live, mais c'est vrai qu'en live ça devait être fou. Et Ça Saiyan vraiment, KO dit Bruce Lee shit. Eh oui, c'était assez impressionnant. Bruce Lee shit right there. Et en co-main event, il y avait l'inoxydable Clay Guida qui revenait face à quelqu'un, là on va en parler un petit peu parce que, eh oui, Mark Madsen, 11-0 en carrière désormais, danois, médaillé d'argent au JO de Rio en lutte gréco-romaine. Il a un sacré palmarès mineur en lutte. Il a jamais été, je crois, médaillé d'or en championnat du monde ou JO, mais il a collectionné les médailles si vous voulez. Et là, on se pose la question, on reste. Faut-il y croire ou non? Tout simplement. Personnellement, oui, il est invaincu, mais j'ai un peu mes réserves en fait, parce que les fois où je l'ai vu combattre, j'étais vraiment, je me souviens ne pas avoir ressenti de sensation particulièrement. À quel endroit? J'ai pas eu les papillons dans le ventre, quoi. Non, dans le ventre justement. Mais non, j'ai pas. Il m'a jamais impressionné en fait de ce que je me souviens de ses autres apparitions. Et du coup, il a 36 ans. Alors ça veut rien dire. Hein. Il y a les Romero de ce monde, etc. Mais en lightweight, si tu n'as pas de performance vraiment impressionnante et que à chaque fois c'est poussif, alors faudra voir parce que contre Clay Guida en fait j'ai vraiment honte à moi, mais je l'ai regardé en diagonale en fait et je sais c'est pas classe, mais je sais pas, j'ai pas une impression de. Oui, non, il contrôle, mais il n'y a pas de côté un petit peu de brillance ou même de machine tout simplement qui roule sur son adversaire. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un gros lutteur. Il est costaud et la mais place est déjà occupée en plus par d'autres, tu vois. J'ai envie de dire. Je pense que si l'UFC ils doivent pousser d'autres mecs, t'as déjà Gillespie qui est au-dessus en plus. T'as Gillespie et puis c'est les lightweight quoi. Enfin t'as les Makhachev, t'as les Tsaryukian, enfin des gros lutteurs qui sont plus dynamiques que lui et qui ont plus cet instinct de tueur. Il y en a plein en fait. Donc on lui souhaite tout le bonheur du monde. En plus, il est danois, donc ce sera cool si jamais l'UFC revient en Europe. Enfin, quand l'UFC reviendra en Europe. Mais j'ai pas du tout de sensation spéciale en regardant Marco Madsen. Bon. 3 coups. À la différence, par exemple, d'un autre combattant qui a pris, qui était sur la carte, et qui a pris le combat à 4 jours. Il était en train de chiller en Ouzbékistan, et il a pris le combat, et c'est un gros prospect aussi, à 4 jours, et il a gagné par guillotine. C'est allez, faut pas que je le. Alors, donc, Saidio Koub, Kakramonov. Voilà, c'est ça. Et ce gars-là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Il affrontait Trevin Jones. Ouais, Trevin Jones, qui lui-même est vraiment solide et costaud. Et il a eu ses petits moments, Trevin Jones, pendant le combat, notamment des moments où il a réussi à contrôler un petit peu Kakramonov. Mais généralement, pour un mec arrivé à 4 jours, il a raté la pesée. Mais quand tu reviens à 4 jours et en plus d'Ouzbékistan en train de chiller, enfin, rater la pesée, j'ai envie de dire, c'est humainement impossible de faire autrement en fait. Et son énergie, sa technique, je sais pas, lui pour le coup, j'ai eu vraiment l'impression que ok, s'il a plus de temps pour se préparer, ça peut faire quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit, et donc c'est cool parce que c'est aussi une bonne nouvelle, c'est qu'il parle. Il a dit lui-même, ça c'est ce que je peux faire à 4 jours. Imaginez avec un camp d'entraînement. Honnêtement, après une perf comme ça, ouais, voilà, El Famoso. Mais franchement, c'est du sang neuf. Ça fait longtemps qu'il est dans les radars des prospects hors de l'UFC. Ça fait plaisir. Validé par Ross, donc c'est peut-être la plus belle de ses victoires depuis le début de sa carrière. on avance avec bien évidemment le main event, Jared Cannonier qui affrontait Kelvin Gastelum en relative short notice, puisqu'à l'origine ça devait être Cannonier contre Paulo Costa Borrachinha. Victoire par décision unanime de Jared Cannonier, 48-47, 48-47, 48-47. La hiérarchie est respectée au sein de cette terrible catégorie
middleweight de l'UFC tout simplement. Donc là, la question qui se pose, mon cher Russ, c'est qu'est-ce qui va se passer pour Kelvin Gastelum qui attaquait ça sous pression parce qu'on avait parlé dans le podcast précédent, la pesée a encore été une épreuve pour lui. Et de son côté, Jared Cannonier, c'est une victoire. Enfin, il a fait le travail, mais c'est pas non plus suffisant, à mon sens, pour lui garantir le futur title shot. Donc toi, qu'est-ce que t'en tires, tout simplement? Je suis d'accord, alors il y en a qui disent que c'est très serré. On a la Castagne qui dit assez dur, je trouve. Gastelum, futur gatekeeper, 6 combats, 5 défaites. Ouais, en fait, ouais, mais le problème, c'est contre qui, en fait, aussi, il a perdu. Et franchement, c'est vraiment, il prend, mais tellement des tueurs, il prend des murs. Et surtout dans des très mauvaises conditions, parce qu'on va pas se mentir, quand t'es sur 3 défaites et que tu prends Whittaker en short notice et Cannonier en short notice, tu rends ultra service à l'UFC. Non, c'est tendu. Donc, avant Cannonier, son combat, c'était contre Heinisch ou c'était contre Whittaker? Whittaker en short notice. Mais il avait une victoire avant contre Heinisch, je crois. Exactement. Où là, il avait pu avoir donc contre Heinisch un camp d'entraînement complet. Voilà, et il avait utilisé beaucoup sa lutte. Mais en fait, c'est le problème, c'est que là, ouais, par exemple, typiquement, il est sur 2 défaites, mais c'est face à Whittaker et Cannonier qui sont donc des top 3 de la catégorie, et en plus sans démériter. C'est-à-dire que il a pas démérité, non, contre aucun des deux, mais je veux dire, contre Whittaker, il était totalement outclassé, totalement dominé, mais contre Cannonier, c'était déjà plus serré, je trouve. Donc, moi, personnellement, je donnais quand même, il y en a qui disent que c'était très serré, il y en a même, j'ai vu, qui donnaient la victoire à Gastelum, moi, je la donnais à Cannonier. Dont Whittaker, qui se donnait la victoire lui-même. Whittaker estime qu'il a gagné le combat. Contre Gastelum? Je suis perdu là. Attends, tu m'as. Non, moi aussi je me suis auto-perdu. Non, Gastelum se donnait la victoire face à Cannonier, pardon. Ouais. Donc Kelvin se donnait vainqueur face à Gastelum. Quoi? Non, je plaisante. Gastelum se donnait vainqueur face à Jared Cannonier. Normal, non? Non, mais tu crois sûr que tu vas gagner? Oui, non, mais après le combat. Ah oui, d'accord. Putain, la vache. Excuse-moi, pardon. Oui, effectivement. Et il a même mis genre, je pense que j'ai gagné, mais bon, c'est genre whatever. Il a mis I think I won, but whatever. Mais je pense personnellement, en fait, la manière dont je l'ai scoré, du coup, parce que je l'ai revu, du coup, je mets Cannonier. Gastelum a gagné des rounds, mais je mets Cannonier 3-2. Et donc en fait, ouais, c'est ça le problème avec Gastelum, c'est qu'en fait, les statistiques sont pas forcément folichonnes parce qu'il y a beaucoup de rouge là quand tu regardes ces 6 derniers combats. Mais comme c'est vraiment contre des tueurs, parmi les 5 défaites qu'il a sur ces 6 derniers combats, il y a quand même Adesanya, Whittaker, Cannonier, Darren Till. Il y a même Darren Till, les gars. Et je me souviens plus contre qui est la 5e défaite. Ouais. Oh la vache. Ouais. Beaucoup d'imprécisions de ma part là. Mais en tout cas, voilà. Tout ça pour dire des tueurs à gages, quoi. C'est Gatekeeper. Je trouve que c'est un petit peu tôt pour le dire. Parce que c'est ça. Adesanya, Darren Till, Jack Hermanson, Whittaker, Cannonier. C'est que des top 5, quoi. Donc, et honnêtement, compliqué. Le seul combat qui est vraiment décevant, je trouve, c'est contre Jack Hermanson. Absolument. On y était d'ailleurs. Et où il s'était fait surprendre très rapidement par une soumission. Mais c'est vrai qu'à part ça, généralement, il livre des très grosses performances. Quand même. Adesanya, c'est celui qui, avant Blachowicz, avait donné à Adesanya son plus dur combat jusqu'à maintenant. Contre Darren Till, c'était très serré. Contre Whittaker, il a pas démérité. Et contre Cannonier, c'était très serré. Les gens sont dur, un peu durs. Faut vraiment regarder aussi les combats et comment ça se passe. On a, oh là là, mon cher Rust. Je sens que ça va faire mal. Ça va faire mal, je ne pense pas. Je pense surtout que ça va nous faire plaisir parce que on a Anju qui vient d'arriver donc dans le chat. The Real G and the French Beast. Quel dimanche soir, mes amis. Je n'en peux plus. Mais enfin bref, donc on va poursuivre là sur Kelvin Gastelum. Mon cher Rust, là, what's next? Surtout que Conor McGregor s'est exprimé par rapport à ça en disant regardez les mensurations de Kelvin Gastelum, regardez-moi aussi. Aujourd'hui, en tout cas selon Conor McGregor, il serait crédible en middleweight. Kelvin Gastelum, est-ce que toi, donc tu penses, donc quand je dis ça, c'est pas par rapport à un combat avec Gastelum-McGregor, bien évidemment, mais est-ce qu'il faut finalement la descendre en welterweight aujourd'hui, ou est-ce qu'au contraire, tu te dis, pourquoi ne pas rester chez les middle, tout simplement?
En fait, ce qui fait un peu chier, c'est que le premier qui savonne la planche tout seul, c'est Gastelum, quoi. Parce que si au moins il faisait le poids en middleweight déjà, enfin, ça nous permettrait de nous dire déjà avec un peu plus de sérénité, quid de welterweight s'il remontait, est-ce que ça pourrait permettre de genre rajeunir sa carrière et de genre à la Aldo, tu vois, Aldo qui a fait toute sa carrière en welterweight, il revient il descend en bantam et il éclate quasiment tous les contenders. C'est juste contre les champions qu'il bute généralement. On aurait pu se dire un truc comme ça, mais le problème c'est que là il galère même en middleweight. Enfin et en ayant pas mal disons allez ouais de gras superflu quoi. Donc on aimerait bien. Moi, je serais chaud parce qu'en welterweight, je pense qu'il serait effectivement encore plus rapide et puis il aurait pas de mal au niveau puissance. Mais bah, lui seul sait si c'est possible et visiblement c'est chaud quand même. Donc je pense que ça va être resté en middleweight, mais je pense que dans la tête de Kelvin, c'est même limite est-ce que je vais pas en light heavyweight, tu vois. Mais donc rester en middleweight, le problème c'est que là je pense que avant d'espérer un titre, va falloir vraiment sacrément du temps parce que même de la part de l'UFC, je trouve c'est tendu, tu vois. Mettons que là il gagne ses 2 prochains combats et contre des clients, bah il restera quand même sur une sacrée série de défaites juste avant, quoi. Même si c'est contre des tueurs, c'est difficile à vendre. Du coup, je sais pas trop, je sais pas trop. Bah, l'UFC là, je pense, va le mettre contre quelqu'un d'un peu plus abordable. Là, ils vont arrêter de le mettre, je pense, contre des top 5. Mais pas évident. Hein. Après, il peut les battre, c'est l'avantage, c'est qu'il est encore Gastelum, il est chaud, quoi. Ça se sent, il est là, quoi. Et dans le chat, il y a certaines personnes qui parlaient d'un combat Gastelum face à Nassourdine Imavov. Je pense qu'aujourd'hui, Gastelum n'est plus dans la course pour Nassourdine Imavov parce que Nassourdine affronte Edmen Shabazian prochainement. Et je pense que là, avec la défaite de Gastelum, il va encore un petit peu plus plonger. Donc, donc je pense vraiment, à mon avis, que là aujourd'hui pour Gastelum, il va falloir qu'il se regarde loin derrière, alors que de son côté, et ben Nassourdine, en cas de victoire bien évidemment, hein, pourrait se projeter vers des membres du top 5. Rust. Après, ouais. Cela dit, oui, j'aimerais voir ce combat. Déjà, ce serait un beau combat. Et en plus, un vrai gros test encore pour Nassourdine Imavov. Mais en plus de ça, comment dire, je trouve que pour Nassourdine, ce serait un vrai gros nom à accrocher au palmarès. C'est-à-dire que même s'il est sur plein de défaites, battre Gastelum, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est clair. Parce que là, on n'est pas sur du BJ Penn où tu bats un fantôme, quoi. On est vraiment sur quelqu'un qui est encore ultra chaud, ultra présent, et il perd les combats, mais le battre, ça veut quand même dire que clairement, t'es quelqu'un, quoi. Entièrement d'accord. On a Haywire qui, comme d'habitude, toujours là, toujours présent, bien évidemment. Donc Jared Cannonier, de son côté, lui, il a appelé pour un title shot assez timidement, mais aussi évoqué la possibilité d'affronter le vainqueur de Derek Brunson contre Darren Till. Rust, matchmaker officiel de l'UFC, ça reste entre nous, bien évidemment. T'en penses quoi, toi, de ces options-là? Ouais, honnêtement, je suis d'accord. Enfin, comme tu l'as dit, je pense que là, espérer le title shot au sortir de cette performance, c'est pas une mauvaise performance, mais c'est vrai que ça garantit pas automatiquement un title shot en fait. Avec une performance comme ça, l'UFC peut se garder l'option de prendre quelqu'un d'autre. Et ça choquera personne forcément. Du coup, moi je suis d'accord, hein, honnêtement, le gagnant entre Darren Till et Bronson, ça me paraît parfait, franchement. Exactement. Il y a quelqu'un dans le chat, Nemrod15, qui dit ça reste une décision. Alors Nemrod, tout dépend des combats, bien évidemment, parce que il y a une décision qui a eu il y a pas si longtemps, c'était Max Holloway contre Calvin Kattar. C'était aussi une décision, mais ça fait partie de ces décisions qui vous garantissent un title shot, tout simplement. Vas-y, ouais. Oui. Ouais. Oui, non, Max Holloway, Calvin Kattar, c'est la décision la plus proche d'un meurtre que tu peux retrouver, quoi. Et pour toi, qu'est-ce qu'il a manqué là, Gastelum face à Jared Cannonier? Difficile à dire parce qu'il se débrouillait quand même super bien sur les premiers rounds. C'est face à Cannonier qui a quand même un super timing et on l'a dit en preview, mais qui a vraiment des armes à faire valoir. J'étais même étonné. Il a dit à la fin du combat, Cannonier, qu'il n'avait pas beaucoup kické parce qu'il avait peur de se faire choper les kicks par Gastelum. Mais j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il ne kickait pas au moins en low kick. Parce que ça, par contre, c'est chaud quand même à attraper. Il se faisait attraper le pied, mais sur des middle essentiellement. En tout ce qui était cuisse ou en dessous, il était quand même suffisamment rapide et il faisait des dégâts. Et en plus, ça aurait vachement amputé le mouvement de Kelvin Gastelum. Mais pour Kelvin, c'est vrai que il se débrouillait super bien et je trouve il montait en puissance avant de se prendre ce gros knockdown. Magnifique, hein, d'ailleurs, crochet en changeant de garde de Cannonier, surpuissant.
Et à partir de ce moment-là, je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il y a eu un petit shift et que Cannonier avait un petit peu chopé le rythme de Gastelum. Du coup, c'est difficile à dire. Il aurait peut-être eu des choses à changer dans ses entrées parce qu'il se faisait pas mal contrer ensuite en sortie. Enfin, disons, dans sa manière d'essayer de trouver les combos parce qu'il se faisait toucher beaucoup en sortie. Peut-être mettre plus de low kick parce qu'il avait du succès lui-même, Gastelum, en low kick à la fin de ses combinaisons. Enfin, oui, je sais pas. Faudrait. Là, j'avoue, je veux pas dire de bêtises, donc faudrait qu'on re-regarde le combat en réfléchissant à comment aurait-il pu mieux faire. Mais comme ça, à brûle pour point, c'est un petit peu comme ça que ça. Comme ça que ça se passe, oui. Comme dirait Wire, il y a des décisions body bag. Alors, Oh, oh, oh lord. punchline. Exactement. On avance, mon cher Host, avec la boxe anglaise. Manny Pacquiao. Pac-Man faisait son grand retour sur le ring. Donc, vous le savez certainement, il devait à l'origine affronter Errol Spence lors d'une soirée pay-per-view. Finalement, donc c'est Yordenis Ugas qui a remplacé Errol Spence, je crois qu'il est blessé à la rétine, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Il a une rétine décollée, il me semble. Exactement. Et donc, c'était un... Bon, Manny Pacquiao partait favori, mais c'est vrai que c'était un très bon remplacement de dernière minute Ugas, et là le problème c'est qu'on a vu Manny Pacquiao, 42 ans et 227 jours, premier combat en plus de 2 ans, il a fait son âge malheureusement sur le ring, et là l'avenir de Manny Pacquiao, en tout cas en boxe anglaise, est en suspens tout simplement. Ouais, c'est un peu en suspens. Et c'est vrai que c'est un peu dur, mais tu vois, on en parlait juste avant là de prendre l'antenne, et c'est vrai que il en voulait, il avait vraiment de l'énergie, il avait de l'attitude, il en voulait, mais effectivement, il est tombé face à un mec vraiment, enfin, méthodique, en plus vraiment à la cubaine, tu sais vraiment, c'est stratège, c'est millimétrique, c'était vraiment quelqu'un d'appliqué, de méthodique qui lui a, il l'a jabé mais jusqu'à Jupiter pendant toute la soirée. Et c'était compliqué parce que c'est vrai qu'il revient de 2 ans et de 25 mois sans combattre. En plus de ça, évidemment, probablement qu'il s'était particulièrement entraîné pour Errol Spence, donc c'est toujours un peu compliqué. Il avait moins à perdre Ugas que Pacquiao. Je pense que Pacquiao a pris le combat quand même parce que je pense vraiment qu'il voulait, mais que ce dernier combat, ce soit vraiment son dernier. Il l'avait de toute façon évoqué lui-même, et je pense que le fait que c'était contre Errol Spence, le fait que là, dans un mois, Pacquiao a dit lui-même qu'il allait annoncer sa décision ou non de se présenter à la présidentielle aux Philippines. On sait qu'il a beaucoup d'engagement à côté. Et là, le fait qu'il est sénateur. Il est déjà sénateur, et le fait qu'il y ait cette deadline qui se présentait, et puis le fait qu'il n'ait pas combattu depuis longtemps, je pense qu'il y avait beaucoup de choses en dehors même du ring qui peut-être ne l'ont pas mis dans les meilleures dispositions. Et voilà, effectivement, il avait l'énergie, il en voulait, mais ça restait serré quand même comme combat, mais en termes d'impact et en termes de maîtrise, j'ai trouvé que Ugas était quand même devant. Et du coup, quel avenir, ça un peu triste, dans le sens, enfin pas triste, mais en fait on va dire, contre Errol Spence, je mettais bien évidemment Errol Spence favori, ça m'aurait pas gêné que Manny Pacquiao s'incline par décision unanime face à Errol Spence. Là le problème c'est que c'est quand même par rapport aux mecs contre lesquels il a perdu précédemment, là on repart sur quelque chose où on se dit, est-ce que c'est la fin pour Manny Pacquiao tout simplement, et le fait que il aurait pu, comme l'a dit Rust, justement, partir après ce combat, que ce soit contre Errol Spence, ou en tout cas victoire ou défaite, peu importe, mais là on a un petit peu l'impression que c'est un départ forcé, ou qu'il se rend compte tout simplement, comme récemment, ça n'a rien à voir, mais Floyd Mayweather contre Logan Paul, qui a fait, je vais peut-être plus faire d'exhibition, parce que même lui se rend compte que là, le poids des années est là. Et là, que même Manny Pacquiao se dise, c'est peut-être la dernière fois que vous voyez Manny Pacquiao sur le ring, tu te dis, voilà. Un peu dommage, parce que, mine de rien, le souvenir qu'il a laissé contre Keith Thurman, on se disait c'est complètement dingue, parce que le mec affrontait un gars qui était pas dans son prime parce qu'il sortait d'une blessure à l'épaule, je crois, mais c'était un mec invaincu, c'était pour un combat pour le titre, et le gars il avait 5 ou 6 ans de moins. Mais en fait c'est ça qui est un peu triste, c'est que victoire ou défaite, c'était parfait si tout devait s'arrêter contre Errol Spence. Là il y a un petit goût de je fais chier quand même. Enfin c'est qui que ce soit sur la planète, tout le monde kiffe Pacquiao, mais on était tous en mode, voilà, maintenant qu'il y a le combat, c'est bon. Enfin, il peut perdre, on s'en fout. C'est contre Errol Spence, c'est contre le meilleur de la catégorie, c'est contre un des meilleurs de toute façon, pas pendant ce moment. Enfin, peu importe, c'était parfait pour s'arrêter là, quoi qu'il arrive.
Et c'est vrai que là, tu l'avais dit toi-même, tu vois, avant de prendre l'antenne, et est-ce qu'il aurait même pas dû peut-être reporter le combat ou le refuser et attendre que Errol Spence se remette? Peut-être, mais voilà, je pense que du coup, il avait envie pas d'en finir dans le sens péjoratif, mais en gros, je pense qu'il avait vraiment tout quadrillé pour que ses engagements à côté du ring et dans le ring correspondent. Et ouais, à mon avis, c'est juste qu'il avait, même lui n'envisageait pas forcément la boxe après, en fait. Et on a Akira qui nous pose une question. Est-ce que cette défaite pourrait le rapprocher de combats d'exhibition? Contre un certain Irlandais, par exemple? Pourquoi pas, hein. Franchement, je pense pas qu'il ait besoin de beaucoup de thunes, hein, Rust, est-ce Manny qu'il a Pacquiao. gagné ce droit? Il a gagné tous les droits, Pacquiao. Enfin, honnêtement, tu vois, enfin, il estimera que c'est noble, il estimera que c'est du cirque, ou il estimera ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut, c'est Manny Pacquiao. Enfin, franchement, là, et honnêtement, s'il veut, j'allais dire mettre à l'abri sa famille, mais en fait, non, c'est pas du tout adapté, puisque, enfin, il est déjà dizaine de millionnaires, mais s'il y a une raison pour laquelle, quelle qu'elle soit, il veut faire des combats d'exhibition, franchement, qu'il le fasse, c'est pas un souci, quoi. Enfin, j'espère juste que ce sera pas dans des dispositions où il prend ça tellement à la légère que du coup ça finit en Mayweather-Logan Paul, quoi. Exactement, moi je veux que ça reste quand même noble pour Manny Pacquiao parce que ça fait partie de ces boxeurs qui, peu importe le nombre de défaites, parce que là je crois que c'est sa 8e en carrière, il reste une véritable légende. Et là pour le coup, le pound for pound prend tout son sens avec un mec comme ça, champion dans multiples catégories, qui a toujours pris des risques quoi qu'on en dise, même si ça restait une star. Par exemple là, affronter Errol Spence, bon c'était complètement dingue. Donc non, ouais c'est ça, il est à 62-8-2 maintenant en carrière Manny Pacquiao, donc vraiment crack de chez crack et légende parmi les légendes. Mon cher Rust, c'est tout pour aujourd'hui, on va se retrouver demain je pense, n'est-ce pas, pour voir un peu ce qui se passe dans le game. On va aussi se retrouver, je pense, cette semaine in real life, parce que oui, on travaille depuis un certain temps sur un projet, hein, on peut dire ça comme ça. Ouais. Qui nous tient à cœur d'ailleurs, avec quelqu'un qui nous tient à cœur aussi. Voilà, donc on vous tiendra au courant, ça devrait arriver, allez, début septembre, selon toute vraisemblance, donc voilà. Big shout out, vous le savez, à My Sweet Pea, My Sweet Protein. Bim, moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, vous le savez bien évidemment. Et puis Tsume, leur magnifique statue, que vous verrez bien évidemment encore plus mise en avant lors de notre, la révélation, le dévoilement de notre nouveau studio qui arrive là aussi prochainement. On charbonne bien à la sueur en ce moment. Allez Rust, très bonne journée. Très bonne journée, bonne soirée à tous. Oh là là, cette conclusion digne d'un journal télévisé. Waouh. Bonne soirée à tous. Allez, au revoir tout le monde. Yeah.